Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast du Trèfle, le premier depuis le début de saison. On est très content de pouvoir revenir vous parler de l'actualité des Celtics parce que on a pas mal de choses à dire. Et pour en parler, je suis en compagnie d'Elias ce soir. Donc Elias, comment tu vas pour parler justement du très bon début de saison des Celtics? Salut, écoute, ça va, merci pour l'invite. Enfin, je suis là tout le temps, mais bon, bref. Ça va, je suis agréablement surpris de certaines choses de l'équipe et content de pouvoir en parler dès maintenant. Et on accueille également un revenant, en la personne de Robin. Robin, on ne t'a pas entendu dans le podcast depuis assez longtemps, donc on est déjà content de te retrouver pour parler de notre actu des Celtics, et surtout content d'entendre ton expertise sur des sujets tels que la main gauche de Jaylen Brown. On sait que tu l'adores, donc content de pouvoir en parler avec toi ce soir. Écoute, bonsoir à tous, plaisir partagé. C'est vrai que ça faisait un moment que j'étais pas venu, donc je suis très content d'être avec vous et de pouvoir parler de cette main gauche, justement. Cette main gauche qui nous a tant hanté en tant que fan des Celtics, et on va peut-être même la réhabiliter ce soir. Vous le verrez bien. Mais en attendant, on va commencer en répondant à une question qui a été mise sur la table, dans l'opinion publique même par Joel Embiid, le MVP sortant de la ligue, qui a dit après la belle victoire même des Celtics face aux Sixers, que les Celtics finalement avaient la meilleure équipe de la ligue. Rien que ça. Donc on va se demander finalement si c'est vrai ou si c'est juste une parole en l'air de notre ami Joel Embiid. Mais avant toute chose, on va revenir quand même sur la construction de ce roster, parce qu'on en a parlé pendant la preview. Nous n'étions pas là, mais l'équipe du Trèfle en a parlé pendant la preview. Et finalement, on se rend compte que ces Celtics-là, en tout cas sur les débuts de saison, en tout cas, l'équipe est en place et on a quand même quelques confirmations. Je pense notamment à Jason Tatum qui, Elias, est actuellement, n'ayons pas peur des mots, on va dire un top 5 si on veut être gentil, et peut-être même un top 3 au MVP sur ce début de saison. Il porte vraiment l'équipe sur ses larges épaules. Ouais, disons que si on n'avait pas un aussi bon roster autour de lui, 4 starters très très compétents, il aurait beaucoup plus de points, de stats impressionnantes, et peut-être il serait encore plus haut sur la course au MVP. Mais c'est vrai qu'il nous fait un début de saison absolument exceptionnel. Il confirme tout ce qu'il nous avait montré la saison dernière, et il retrouve, on en parlera peut-être après, un semblant de niveau au pull-up à 3 points notamment, et aussi un peu en mid-range, on en parlera. Donc franchement, le début de saison de Tatum, c'est presque inespéré, parce que moi je considérais que ce jeu-là de jump shot était un peu fini pour lui, et il nous montre que c'est pas fini, donc c'est que du bon. Que du bon, et on en parlait juste avant de commencer cet enregistrement avec Robin. On voit, tu parlais, Elias, toi, du pull-up à 3 points qui revient en termes d'efficacité, alors après une année assez noire sur ce point-là. Mais un autre point qui nous fait bien plaisir avec Tatum, c'est son jeu au poste, son post-up, qui était déjà très bon ces dernières années, avec notamment tous les étés qu'il a consacrés à travailler sur le haut du corps. Il était de plus en plus puissant du haut du corps, de plus en plus efficace sur le post-up. Mais là, cette année, il a vraiment franchi un cap au point d'être exceptionnel sur le post-up. Ouais, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, comme tu l'as dit, il était déjà très bon dans l'exercice, mais avec une faible utilisation. Et pour le coup, l'utilisation est en train de monter. Donc, j'ai très hâte de voir plus de matchs pour voir un petit peu si
si avec le volume l'efficacité reste, mais on le sent quand même très en contrôle et très en maîtrise, et avec la volonté d'aller chercher ce genre de tir et de la bonne manière, je trouve, pas forcément toujours forcé tout ça. Donc c'est très encourageant si t'as cet ajout là, ou en tout cas cet équilibre là qui est rajouté à son jeu global. C'est vachement encourageant quand même. Il y a un autre point aussi sur le cas Tatum dont on pouvait finalement se poser la question en début de saison. On avait parlé de la perte de Marcus Smart. Enfin, beaucoup, on avait parlé, voilà, le cœur et autre chose de l'équipe. Mais on se posait la question justement de est-ce que Tatum pouvait step up, notamment dans le playmaking, pour soulager un peu Jrue Holiday, la nouvelle addition dont on parlera un peu plus tard, et même Derrick White dont on parlera également plus tard, tellement il nous fait rêver en début de saison. Mais Tatum, il a également franchi un cap dans le playmaking. Alors hormis quelques matchs, bon, on va les mettre de côté en disant que c'est des cas un peu isolés, mais hormis quelques matchs où il commet pas mal de turnovers, je pense à hier par exemple contre les Sixers, où il commet quelques pertes de balles un peu, comment dire, un peu évitables, mais au global, ça reste quand même une bonne saison de Tatum au playmaking, et il est toujours capable de générer, en tout cas pour ses coéquipiers, des tirs d'excellente facture. Je pense aux 3 points d'Alor Ford qui entraîne le Kiss of Death hier. C'est encore une passe lumineuse de Tatum qui est à l'origine de ce 3 points, et il est capable comme ça à chaque match de trouver l'ouverture, d'utiliser en fait le focus qu'il a auprès des défenses adverses pour vraiment mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Je sais pas si tu partages cette analyse, Elias, sur sa progression au playmaking, toi. Ouais, alors je trouve qu'il y a à la fois un aspect de progression. Je suis pas sûr qu'on peut dire il a passé un step. Je pense que plutôt on a une simplification du jeu, c'est-à-dire qu'il y a moins de prise de risque dans les passes. On a un jeu qui est pour lui en tout cas un peu plus centré sur quand il est avec Porzingis, beaucoup de pick and roll. Qui amène alors une ouverture de jeu très intéressante, parce que bon, Porzingis, on voit très bien, on en parlera après, mais ce qu'il apporte à l'attaque, c'est quand même assez incroyable, et ça permet d'ouvrir le jeu pour tout le monde. Et donc je trouve que pour l'instant le playmaking de Tatum est largement suffisant en complémentarité avec celui de Jrue Holiday et de Derrick White. En revanche, là où pour moi il y aura toujours un problème, ce sera plus tard en playoff, quand les équipes pourront vraiment commencer à se préparer beaucoup plus complètement pour une série. Là, pour moi, c'est là qu'on va avoir un problème. J'avais dit déjà au début que ça me faisait pas peur en saison régulière, et que le vrai challenge, ce serait en playoff en termes de playmaking. Donc encouragé, mais je reste sur mes gardes, parce que pour moi, les problèmes de Tatum arrivent à ces moments-là, dans les gros moments, dans les grosses séries de playoff. Ça, c'est vrai que, comme tu le dis, on aura en tout cas beaucoup d'autres interrogations sur l'équipe au global, les playoffs venus, mais voilà, ça c'est une des grosses interrogations qu'on aura. Toi, Robin, qu'est-ce que tu penses de Tatum sur son playmaking, et plus globalement sur sa progression cette année, sur son début de saison? Pour toi, sur quel point, outre donc le post-up dont on a parlé, sur quel point il est vraiment meilleur que le Tatum de l'année dernière, par exemple? J'ai l'impression en fait que je lui vois plus de maîtrise dans ce qu'il fait, et un petit peu dans tous les aspects qu'il fait. C'est-à-dire que quand il prend un tir, j'ai l'impression, pour le coup, c'est pas forcément un tir que l'adversaire lui a lissé, c'est un tir que lui a décidé d'aller prendre. Je le trouve très intéressant toujours sur son jeu sans ballon aussi. C'est quelqu'un qui reste concerné. Il trouve aussi beaucoup ses nouveaux coéquipiers. Donc en vrai, on sent mine de rien que enfin, lui pour le coup, c'est notre système. Et du coup, là-dessus, autant il y a plusieurs fois sur certaines années où tu sentais que il découvrait aussi certaines phases, où il apprenait de certaines choses ou de certaines situations dans lesquelles il était. Là, j'ai l'impression que ça y est, il a la maîtrise en tout cas de ce qu'il souhaite faire. Et en plus, la connaissance un peu de ses limites. Tu le vois pas tenter des trucs non plus très farfelus ou des choses comme ça, ce qui explique aussi peut-être ces turnovers aujourd'hui qui sont évitables des fois, parce que il y a des erreurs d'inattention ou une main gauche un peu qui
qui s'emballe, mais il y a très peu de mauvais choix en fait. Donc simplification de son jeu et maîtrise, je pense que c'est ce qui résume un peu son début de saison. En termes de maîtrise, je pense que dans l'équipe, outre Tatum, on a un peu l'allégorie, si je puis dire, de la maîtrise, en la personne de Derrick White, qui est, je pense, pour vraiment tout le monde, la grosse satisfaction de ce début de saison. Honnêtement, à l'image d'ailleurs du match face aux Sixers, où il est insolent de propreté, mais le début de saison de Derrick White, quand même, c'est quelque chose. Alors, vraiment, dans tous les aspects du jeu, que ce soit la défense sur l'homme, même la navigation entre les écrans, parce qu'entre lui et Jrue Holiday, on a quand même une défense qui est insolente. Enfin, insolente, c'est pas le mot, qui est vraiment qui harcèle vraiment les porteurs de balles adverses, et couplé à Porzingis, dont on pourra aborder après le cas défensif, enfin, le joueur défensif qu'il est. Mais voilà, tout ça mis bout à bout, on a vraiment une défense qui est incroyable avec Derrick White, qui en plus, et on se posait la question justement après le départ de Smart, de savoir si ça allait être un aussi bon gestionnaire, et finalement on se rend compte qu'il est encore meilleur que Smart là-dedans. Il est vraiment, actuellement, je pense que Derrick White, et si on me demande, je mets facilement Derrick White dans un top 25 des joueurs NBA en termes d'importance, tellement il est fort, et tellement son début de saison plaide pour lui. Ouais, pour Derrick White, là on est vraiment sur, je pense, le trade parfait là quand on y réfléchit maintenant, un peu plus d'un an et demi après. Juste, on va construire une statue à Brad Stevens quoi. Avec Hugo, tous les deux, on était très triste de voir partir Romeo Langford, mais là maintenant quand on y réfléchit, c'est juste magnifique le joueur qu'il est. Ce contrat là, c'est tout ce qu'il nous apporte, c'est la pièce parfaite pour compléter notre 5. Offensivement, quand il était arrivé l'année dernière, on avait eu quelques soucis, notamment son tir à 3 points. Là, je sais pas quel miracle, quel coach est arrivé avec lui, mais là, il a plus de 40%, 42% à 5,4 tentatives par game à 3 points. C'est juste, c'est absolument exceptionnel. Là, c'est du niveau. Bon, on reste sur 9 matchs pour lui, donc c'est pas non plus un gros sample size, mais c'est, voilà, le joueur est très complet, parfait, comme tu l'as dit défensivement. L'association avec Jrue Holiday, on le savait en théorie, il y avait pas de problème. C'est sur le terrain, c'est magnifique à voir et très agréable à regarder après quelques années de Kemba Walker, de Kyrie Irving, d'Evan Fournier, les trucs comme ça qui étaient quand même plus difficiles à ces postes-là. Là, c'est vraiment, on a un 2 défensif qui est incroyable. Donc là, ouais, le début de saison de White, franchement, ça dépasse tous les espoirs qu'on avait. Enfin, moi personnellement en tout cas, même si en termes de stats purs, il saute pas du papier, hein, mais juste les gens qui regardent le basket peuvent se rendre compte à quel point il est important et précieux, et je pense qu'il y a 30 équipes dans la ligue qui aimeraient l'avoir, quoi. Ouais, moi je trouve que effectivement, en fait, à partir du moment où tu as besoin de quelque chose, je pense que la première personne à qui tu dois demander dans le roster, c'est Derrick White. En fait, déjà, tu vois si lui il peut y répondre, parce que la plupart du temps il va pouvoir, et ensuite éventuellement après tu vas te mettre à trifouiller un petit peu dans ton roster si quelqu'un peut prendre la place, mais absolument tout ce que tu vas lui demander est fait, et s'il sait pas le faire, comme le shoot à 3 points, il apprend à le faire. Donc à partir de là, je trouve que la confirmation pour l'instant en tout cas de son shoot à 3 points est la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir, et le fait que, encore une fois, on en avait parlé beaucoup en off cet été, il semble pouvoir assumer plus de ballons en main, etc. Tu as les deux meilleures nouvelles concernant White qui pouvaient arriver sur ce début de saison, ça c'est sûr. Parce que pour tout le reste, il fait ce qu'il a toujours fait. C'est-à-dire qu'il se fond dans un collectif et il t'apporte la touche de justesse qu'il faut au moment où il le faut. Donc vraiment. Et puis en plus il est plaisant, ça a l'air d'être un bon gars, il a l'air d'être apprécié par nos leaders, clairement. Donc c'est très bon augure aussi pour la suite, parce qu'on sait qu'il y a un contrat à aller chercher. Je pense que là, le contrat, il est bien parti pour être assez imposant, mais en tout cas, il le mérite amplement de par ses prestations sur le terrain, et comme tu le dis, Robin, son importance aussi qui semble se traduire dans le vestiaire. Donc, hâte d'être cet été justement pour voir ce qu'on fera de son contrat. Et une autre confirmation, bon, il y en a plusieurs autres, même, vous pourrez me dire si vous avez d'autres confirmations, mais une autre confirmation, en tout cas pour ma part, et Dieu sait que j'ai été sceptique après la pré-saison,
au point de vouloir faire jouer Zvi Mihajlovic plutôt que lui. Mais il se trouve que là, depuis le début de saison, Sam Hauser c'est quand même fendu une petite place dans la rotation et il est un role player vraiment parfait pour accompagner nos leaders de par son shoot qui rentre et un profil, on ne sait pas, c'est pas le meilleur défenseur du monde et d'ailleurs c'est l'interview que Mazzulla a tenue. Pour lui, il le trouve sous-coté en défense. C'est pas le meilleur défenseur du monde, on le sait, mais il peut quand même rendre des services de ce côté-là et ça fait de lui en tout cas un joueur qui n'est pas trop négatif et un super complément donc pour notre effectif. Ouais, bah là, franchement, on a la confirmation je pense qu'il pourra rester dans la rotation. Tu le dis, défensivement, il tient. Il se fait encore un peu malmené sur certains moments, dont sur des screens où il arrive quand même vraiment pas à les magnifier, mais c'est normal avec son type de physique, c'est quand même pas trop adapté à ça. Mais offensivement, il apporte une ouverture dans le jeu qui est absolument nécessaire. On a de la chance d'avoir un 5 de départ qui est là, 5 out, tout le monde peut tirer à 3 points, et avoir un mec comme ça qui sort du banc, qui apporte un élément comme ça pour permettre à Jason Tatum de continuer à avoir l'espace sur le terrain. Enfin là, c'est très précieux. Je sais que Titon est très content de le voir dans la rotation, et honnêtement, pour moi, il est là pour rester là. Il confirme clairement, il a pris la place de Grant Williams, pas le même profil exactement, mais quand t'as un mec qui tire à 45% à 3 points en gros, hein, j'ai pas les stats sous les yeux, mais c'est à peu près ça. C'est trop précieux, et il fait tout le reste assez correctement pour se le permettre, quoi. Voilà. Je sais pas si Robin t'as quelque chose à dire sur Sam Hauser, mais Ouais, en fait, moi, j'en avais discuté avec Guillaume en juillet, et je disais en fait qu'avec un shoot de cette qualité-là dans la NBA aujourd'hui, finalement, la seule chose qu'il avait à faire défensivement déjà, c'est de pas faire d'erreur. Et en fait, on voit que finalement, il en fait très peu. Et en fait, que les limites qu'il va avoir défensives, comme tu le disais, c'est athlétique ou c'est physique. Mais déjà, à partir du moment où t'as un QI basket et que t'es tenace comme il l'est, et que tu fais partie d'un collectif qui a des très gros défenseurs, clairement tu deviens viable. Et on l'a vu en pré-saison, où c'est un petit peu inquiété parce que il était des fois dans des 5 un peu marginaux, et du coup tu voyais très vite que soit il était pas servi, soit il était dans des rotations défensives qui étaient très compliquées à gérer, mais pour tout le monde pour le coup. Mais dès qu'il est associé à des titulaires, ou notamment avec JT ou des choses comme ça, tu vois tout de suite que les marques sont prises, et quel danger il peut représenter pour n'importe quelle défense si tu respectes pas, quoi. Et hier encore, ce qui me plaît, c'est que tu le vois jouer 35 minutes malgré que son shoot rentre pas trop. Et encore une fois, il y a quelques trucs qui sont sympas. Il y a un lay-up qui passe. Il y a 2-3 extra passes qui sont faites, qui sont intéressantes. On a vu aussi contre Toronto des bribes où il repose un dribble et il shoot. Ça, c'est très intéressant pour la suite. Moi, je partais du principe que ça faisait partie des enjeux majeurs de cette saison, vu l'ouverture qu'on a sur notre banc et les questionnements qu'on a dessus. Et donc, il a une carte à jouer. Donc, j'ai vraiment hâte de le voir sur les 2-3 prochains mois de compétition, voir un petit peu ce que cette confiance qu'on lui a accordée, plus le temps de jeu qui va lui être alloué, un petit peu de ce qu'il en fait, tout simplement, quoi. Mais je suis très content pour l'instant. Et justement, outre les confirmations dont on vient de parler par rapport à notre roster de l'an dernier, on a également, et ça a été très documenté dans ce podcast, notamment cet été dans la preview, des ajouts qui sont venus compléter le roster, et 2 ajouts, on va dire, primaires en la personne de Kristaps Porzingis et de Jrue Holiday. On va pas non plus revenir sur tous les ajouts parce que on n'a pas le temps de consacrer 10 minutes à Delano Benton, même si il le mérite. Mais voilà, donc par exemple pour Kristaps Porzingis, qui a, on va le dire, déchaîné un peu les foules de par le fait qu'il a été tradé contre Marcus Smart, et de par aussi le personnage, enfin l'être humain qui divise, même au sein de l'équipe, il divise à raison. Mais en tout cas, nous on va se consacrer uniquement au terrain. Et sur le terrain, Porzingis en ce début de saison, Elias, c'est pas loin d'être l'ajout parfait. Je pense que c'est plus que pas loin, c'est totalement l'ajout parfait. Là, c'est j'ai un peu envie de dire, c'est le combo de Robert Williams et Al Horford de l'année dernière, quoi. Il fait presque ce que les deux faisaient en étant tout seul. Je veux pas non plus
euh, être critique envers les deux qui était exceptionnel, mais offensivement, il fait tout ce qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire que on espérait que le 3 points soit pas un mythe et que ça se traduise chez nous, ça s'est traduit chez nous. Là, il est terrifiant, depuis 2-3 pas derrière la ligne à 3 points. Donc la manière dont il écarte le jeu est absolument précieuse. Et l'est pour tout le monde sur le terrain. Je pense que ça permet à tout le monde en fait d'avoir des avenues, des boulevards pour aller au panier. Peut-être une des raisons pour lesquelles on a en fait un assist percentage un peu bas, c'est qu'au final on a tellement d'espace autour que les défenseurs sont obligés de choisir entre aller défendre sur Porzingis ou aller un peu bloquer les lanes pour le drive. Et là effectivement c'est en fait l'ajout offensif de Porzingis pour moi est littéralement parfait. Enfin, je pense qu'on peut presque pas espérer mieux. Peut-être un tout petit peu plus d'utilisation, mais faut pas non plus en faire trop. Je pense que c'est bien qu'on varie. Et défensivement, moi, il me surprend. J'étais un peu. Enfin, je vais pas mentir, je l'ai pas vu énormément jouer à Washington. Je savais pas exactement à quoi m'attendre dans ce terme-là. Et alors, c'est pas Robert Williams. Hein, il va pas switcher sur quelqu'un depuis tout en haut, mais sous le panier, il est quand même assez imposant. Il est très très grand et ça se voit. Il tient bien son corps et sa taille. Et enfin. Pour moi là, je fais partie de ceux qui sont encore très réservés sur la personne. J'ai du mal à être vraiment 100% heureux de la voir, mais faut le dire, sur le terrain, il y a quand même, c'est quand même exceptionnel quoi. Je suis plutôt d'accord avec vous dans le sens que le fit qu'on nous avait promis, bah pour le coup la promesse est tenue. Moi quand il y a eu le trade, j'étais très optimiste offensivement parce que finalement on voit même que même en termes de menace verticale on le trouve alors qu'on pensait vraiment avoir perdu ça, et on voit qu'il y a un petit peu de fréquence quand même et que on le trouve plutôt bien là-dessus. Le shoot à 3 points, je me faisais pas de soucis, et il y a aussi l'addition de ce fameux post-up où on en parle avec Hugo, je crois qu'il est à 1,65 points par possession sur post-up. Donc c'est un malade. Et pour le coup, je trouve que défensivement, je savais que j'avais vu quelques threads sur X, Twitter à l'époque, qui montraient un petit peu ce qu'il était capable de faire en protection de cercle. Mais pour le coup, je trouve qu'il arrive à survivre assez correctement. Je vais pas utiliser le mot bien non plus, mais suffisamment longtemps ou suffisamment correctement au large pour soit permettre des aides, soit pouvoir faire des rotations derrière. Donc dans l'ensemble, je suis très content de ce que je vois défensivement parce que c'était une de mes interrogations malgré tout. Et en plus, je trouve qu'en termes de mindset et de ce qui ressort en termes de communication corporelle et tout, quand il réussit quelque chose de défensif et tout, on le voit taper dans ses mains, on le voit haranguer un peu les gars à côté de lui, et même dans les interviews qu'il fait, je le trouve très très concerné sur cet aspect du jeu et sur l'aspect que être une troisième option voire quatrième option lui convient bien. Donc en vrai, même tu sens que mentalement il s'est clairement fondu dans le groupe, et c'est super agréable de voir que en 9 matchs t'as déjà ces résultats. Ouais, c'est totalement ça. Moi, je prends énormément de plaisir à le voir jouer. Alors, comme Elias, j'ai pas regardé tous les matchs de Washington, mais en tout cas des quelques matchs que j'avais pu voir, notamment après l'échange, je me suis dit, mais s'il est à ce niveau-là, c'est une prise de guerre, parce que défensivement, il tenait largement la route à Washington, surtout en protection de cercle, et vraiment le post-up qu'il apporte, qu'il a porté à Washington et qu'il apporte chez nous, parce qu'on a regardé la stat avec Robin pour rien vous cacher, il est à 1,65 points par possession sur post-up. Alors certes, on va nous dire qu'il a eu des match-ups favorables, etc. Ce qui est vrai, notamment dans le match contre Washington. Mais le reste du temps, on a quand même su nous provoquer des bons match-ups, créer des mismatchs pour mettre Porzingis en valeur. Et non, franchement, il est ultra efficace. Il est alors la personne, encore une fois, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais en tout cas, outre la personne, dans le collectif, et comme tu le dis Robin, dans ses interviews, et même dans son body language, quand il est sur le banc, etc. Par exemple, hier, il jouait pas, il était en civil, on le voyait au bout du banc, se lever sur chaque tentative à 3 points, il était vraiment ultra concerné. Et non, franchement, c'est, pour le moment, en tout cas, je disais à jeu parfait.
pour l'instant, j'ai rien à lui reprocher, hormis peut-être, peut-être parfois, j'aurais tendance à dire qu'il prend des 3 points un peu forcés et qu'il pourrait faire mieux, notamment en n'hésitant pas à driver. Je pense que parfois il se permet quelques gourmandises, mais c'est 1 ou 2 gourmandises par match et à part ça, il est vraiment élite pour le moment. Donc non, franchement, Porzingis c'est vraiment exceptionnel. Et moi, je suis également assez convaincu pour le moment par l'autre ajout des Celtics cet été, donc en la personne de Jrue Holiday, qui, alors lui, pour le coup, je vais pas mentir, j'aime pas trop voir Jrue Holiday avec le ballon dans les mains. Je trouve que bon, c'est pas un bon playmaker, on l'a vu à Milwaukee et on le voit un peu chez nous, il y a quand même ses limites sur ce sur ce sur cette catégorie-là. Par contre, il apporte énormément sur déjà le post-up, ce qu'on avait avec Smart, on le retrouve un peu avec Holiday. Et moi, la chose que je trouve vraiment exceptionnelle, c'est sur les cuts. Franchement, il a un QI basket vraiment ultra impressionnant. Et à chaque fois, il est capable de créer une assist juste avec ses cuts. Et ça, je pense que c'est une capacité qui est ultra valuable. Dis-moi si je me trompe, Elias, mais en tout cas pour moi, ça a beaucoup de valeur. Ouais, bah c'est exactement le point que je voulais un peu aborder avec Jrue Holiday, sur Jrue Holiday, pardon. Effectivement, en termes de playmaking, je suis pas aussi catégorique que toi. Je pense qu'il est correct, hein, il est niveau average pour un meneur NBA. Il y a quelques limitations. Après, il y a aussi une volonté de sa part d'aller chercher des choses intéressantes, d'aller créer des mismatchs et de les exploiter correctement. C'est-à-dire que moi, j'ai quelques limitations. J'ai l'impression qu'il va devenir un peu je pense qu'il va quand même vouloir chercher ses pull-ups et ses tirs un peu ISO qu'il a eu l'habitude d'avoir depuis qu'il était à Philly au début de sa carrière. Je pense qu'il a un peu ses habitudes et il aime bien les garder. Donc s'il réussit à effacer ces quelques possessions là, pour moi le playmaking c'est bon. Et là où je te rejoins, c'est en termes de jeu sans ballon. Il apporte tellement de solutions, des petits trucs presque invisibles si on n'y prête pas attention, mais qui permettent, comme je disais tout à l'heure avec Porzingis, c'est la même logique, c'est juste d'éloigner les joueurs le plus possible du panier pour ouvrir absolument les lignes. Et là où Jason Tatum et Jaylen Brown surtout peuvent avoir des avenues et des boulevards, et là en 1 contre 1 sous le panier, il n'y a pas grand monde qui peut les arrêter. Et on l'a vu, j'ai l'impression que Tatum et Brown sur ces débuts de saison sont un peu plus lancés que les saisons précédentes. Un peu plus lancé sans ballon en mouvement, on va dire, et donc ça c'est clairement grâce à Jrue Holiday. Et puis bon, c'est un peu normal de parler de ça, mais défensivement c'est tout ce tout ce qu'on peut espérer, même plus. Je trouve que le voir sur des Julius Randle et des Joel Embiid et être totalement que ça ait le même effet que quand il est sur un meneur, je trouve que c'est quand même assez agréable à voir et impressionnant, et ça peut permettre de créer pas mal de problèmes pour les équipes adverses. Donc vraiment son ajout est très bon pour moi. Encore une fois, hein, merci Brad Stevens, j'étais pas complètement convaincu, mais le terrain me montre qu'il y a certains qui méritent leur boulot, on va dire ça comme ça. Surtout, ouais, moi c'est ça, défensivement, comme tu le dis. Bon, ça, on n'avait pas trop de doutes pour le coup sur ce côté-là du terrain. Mais par contre, et tu l'as justement dit, ce match, en tout cas contre Philadelphie, on l'a vu défendre dès le premier quart-temps sur Joel Embiid, et le pire c'est que ça fonctionnait. Là, ça m'a vraiment ravi au plus haut point, parce que je me dis, en fait, outre, je pense, Giannis et vraiment Giannis, je pense que ça sera pas possible d'utiliser Holiday, parce que ça sera trop compliqué de par son jeu. Mais sur des joueurs comme Embiid et sur beaucoup de joueurs de la conférence Est en tout cas, je me dis que Holiday, ça peut vraiment être une match-up nightmare. Donc un cauchemar pour les coachs adverses finalement au moment de préparer les matchs, parce que là par exemple Philadelphie hier on les a rejoués pour la seconde fois, et je suis sûr qu'ils avaient préparé pas mal de schémas où ça serait Holiday sur Embiid, de par ce qu'on a fait dans le premier match. Au final on est capable nous justement de changer, de varier les idées, et ça en tout cas sur une série de playoffs, en tout cas là on fait de la projection. Mais sur une série de playoffs, ça peut avoir beaucoup de valeur, encore une fois. Je pense que Robin, tu ne me contrediras pas là-dessus.
Non, mais je sais pas si vous vous rappelez à l'époque où il signe aux Bucks, il y avait une vidéo où en fait il fait genre ses premiers entraînements et il y a une séquence où justement Giannis le post-up et en fait j'avais été impressionné de la puissance de Giroud en fait. C'était impressionnant à quel point il résistait au contact et tout. Et je m'étais dit, mais en fait, putain, mais il est vachement solide et c'est assez dingue. Et c'est une image qu'il a pas trop tellement il est mobile. En fait, moi, ce qui m'impressionne énormément, c'est que ce soit offensivement ou défensivement, il est partout. C'est-à-dire qu'il bouge partout sur le terrain, il est capable de couvrir des zones qui sont assez importantes. Et du coup, c'est comme moi, j'avais oublié à quel point aussi il est vraiment robuste. Et tu le vois tout de suite, effectivement, sur ses premiers échanges avec Julius Randle ou Embiid, qui sont quand même des clients athlétiques, et ben tu sens que il a le coffre qu'il faut pour gagner ces fameuses précieuses secondes, pour déclencher des aides, faire douter ou gratter des secondes précieuses sur la possession adverse. Donc non, clairement c'est assez impressionnant. Je regarde en plus offensivement, pour l'instant il n'est pas forcément très efficace. C'est une de ses saisons les moins efficaces. Et malgré tout, il reste très positif. Donc je me dis que si ça monte sur cet aspect efficacité, bah c'est tout bénef parce que nous on le considère déjà énormément sur ces premiers matchs-là en se disant que c'est déjà très bien, etc. Si en plus tu rajoutes un petit peu d'efficacité et que tu leur laisses un peu de temps pour se roder et tout, bah ça annonce quand même du beau temps à Boston. Alors, Robin, puisque tu parles d'efficacité, je vais te redonner tout de suite la parole parce qu'on va venir sur un autre dossier chaud, j'ai envie de dire à Boston. C'est le cas de Jaylen Brown qui est actuellement, justement, comme tu me l'as justement souligné juste avant d'enregistrer, dans l'une de ses pires saisons en termes d'efficacité. Finalement, est-ce que Jaylen Brown, c'est pas pour le moment, et bon, j'imagine qu'on va m'accuser de ne pas être totalement objectif sur le sujet, et c'est peut-être le cas, et je m'en excuse si tel est le cas à vos yeux, mais est-ce qu'on n'est pas sur la grosse déception de ce début de saison? En tout cas, le début de saison de Jaylen Brown, est-ce que on n'est pas sur quelque chose de finalement, enfin, un début de saison sans trop de saveur en fait de Jaylen Brown, où on voit toujours pas la progression qu'on espère, même s'il y a une allez, toute petite progression sur les derniers matchs, mais sur les premiers matchs, on n'est pas au niveau qu'on pouvait en tout cas attendre. Alors Jalen Brown, bah je suis un petit peu comme toi, j'essaye de plus avoir ce biais parce que c'est pas simple. Tant il peut me frustrer et tant des fois il peut m'impressionner. Si je vais essayer de résumer le début de saison de Jalen Brown, je dirais que dans ce qu'il essaye de faire ou dans les tentatives de ce qu'il fait, il y a du mieux, mais que dans l'exécution, pour l'instant, on voit pas le résultat. Parce que je trouve que il y a quelques encouragements sur le fait d'essayer de trouver certains partenaires en plus ou d'essayer de créer des des choses avec ces nouveaux partenaires. On a vu quelques trucs sympas avec KP notamment. Ça me plaît beaucoup. Mais dans l'exécution, on a toujours des pertes de balles qui sont un petit peu grotesques, des timings de tir. Je parle même pas de la qualité des tirs, mais même des fois des timings de tir qui sont un petit peu bizarres ou des choses par exemple même en transition des fois qui sont pas forcément bien inspirées. Donc en termes effectivement de résultats, on peut se dire que pour l'instant, en tout cas, il y a pas le step-up qu'on voulait. J'ai l'impression malgré tout de le sentir dans une autre mentalité. Je pense qu'il bosse et j'espère de tout cœur qu'il va réussir à un petit peu à faire ce qu'il espère ou en tout cas ce qu'il tente parfois, même s'il le tente en plus trop peu. Euh, donc voilà aujourd'hui ce que je pense. Je pense que on sent qu'il essaye des trucs qui peuvent aller dans le bon sens, mais au niveau de la réalisation, c'est encore un peu juste. Alors globalement, je suis d'accord avec ce que Robin vient de dire. Je suis déjà agréablement surpris même si vous n'êtes pas non plus bête et méchant, mais des fois je vous trouve un peu dur avec Jaylen Brown. Mais là, effectivement, je suis d'accord avec Robin dans sa globalité. Il y a quand même un début de saison assez moyen, dans le sens où on va pas se cacher, pour le contrat qu'il a signé, on s'attend à un niveau
quelqu'un qui peut vraiment mener une attaque, qui peut porter une équipe offensivement, et je trouve que c'est pas assez le cas. En revanche, je trouve que on est peut-être dans une phase de transition, c'est-à-dire que là, clairement, son rôle va petit à petit changer, j'espère, je trouve. On commence à de plus en plus l'inclure en fin de possession, c'est-à-dire tout ce qu'on demande depuis des saisons en fait, que ce soit un catch and shooter, que ce soit un mec qui court, qu'on lance avec le ballon. Et là, je trouve que on le fait plus. Il y a une vraie intention, je trouve, du coaching staff de changer la manière dont il est utilisé. D'ailleurs, anecdotiquement, il a le plus haut usage rate de l'équipe, un peu plus que Tatum. Ça veut dire qu'il finit beaucoup des actions de l'équipe, en fait, hein, tout simplement. Il est quand même beaucoup utilisé. Il tire un peu moins que la saison passée, mais c'est pas non plus très grave parce qu'il a effacé certains des mauvais tirs. Certains, il en tire encore, mais il tire quand même beaucoup moins de mid-range qu'avant, plus de 3 points et un peu plus de tirs au panier, il me semble. Donc pour moi, il y a une progression. Comme dit Robin, il s'intègre bien. Je crois qu'il est plutôt pote avec Porzingis et c'est bon signe. S'ils s'entendent sur le terrain, ça peut être très bien. En revanche, bon, c'est pas directement lié à lui. Là, c'est plus lui, le coaching staff, Jason Tatum. Je trouve qu'il manque toujours. Azad le disait sur Twitter hier, aujourd'hui, je sais plus. Il manque toujours un two-man game avec Jason Tatum qui est assez édifiant. C'est-à-dire que on les présente comme ce duo magnifique, un des meilleurs duos de la NBA. Je suis désolé, mais là vraiment dans la construction du roster actuel, ce n'est plus un duo. Ils jouent presque pas ensemble. Les seuls moments où ils jouent ensemble, c'est sur des passes collectives en fin de possession où d'accord, c'est Tatum qui va faire la passe à Brown pour la finale de la possession. Mais là où j'aimerais bien avoir Jaylen Brown qui pose un écran pour Tatum ou l'inverse, je pense que ça pourrait vraiment créer un jeu très intéressant. Et j'aimerais bien qu'on puisse voir ça. Défensivement, je trouve moins d'erreurs de sa part. J'ai peut-être une tentative d'explication assez bête, hein, c'est qu'on a un peu changé le schéma des défensifs, on fait beaucoup moins switch qu'avant, et donc il y a moins d'occasions pour lui tout simplement de se perdre, hein, de regarder le ballon, d'oublier une rotation, tout ça. Alors on en fait encore, hein, mais il faut maintenant, Porzingis ne switch pas, hein, donc ça fait une occasion de moins de se perdre, de se manger, de se tromper et de se retrouver à deux sur le même défenseur. Enfin, sur le même attaquant, pardon. Donc défensivement, il reste correct sur l'homme et je trouve qu'il y a moins d'erreurs. Donc début de saison moyen, un peu décevant, mais pour moi il y a quand même vraiment beaucoup de positifs et je pense que ça va continuer à s'améliorer. Et faut pas oublier, hein, il a joué 10 matchs cette saison. Il en reste, disons-le, 72 plus 16 pour gagner le titre, hein. Donc on a le temps encore. Je suis d'accord, en fait, je trouve qu'on sent des intentions. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. On sent des intentions pour l'instant qui sont pas encore qui se répercutent pas encore, mais il y a des intentions que je percevais pas l'année dernière ou sur les années d'avant en fait. Donc ça, par contre, je trouve que c'est quand même à noter, parce que je pense que finalement, chez Jaylen Brown, c'est le plus important. C'est le fait de comprendre ou d'arrêter peut-être de vouloir un costume qui est trop grand pour lui. Et du coup, ça passe par ces petites intentions-là, cette envie d'être assisté par d'autres ou des choses comme ça. Donc pour le coup, j'espère vraiment que ça va aller dans ce sens-là. Ouais, juste pour rebondir une dernière fois, je trouve que le sujet est intéressant et je suis totalement d'accord avec toi. L'intention, c'est tout ce qui compte. Et dans ce cadre-là, je trouve que c'est normal qu'on lui laisse encore des pull-ups à 3 points en transition. Certains pull-ups qui sont mauvais, mais ça reste une star, ça reste un all-star, ça reste un mec qui a signé un énorme contrat. Et même si on aimerait bien que ce soit pas le cas, il y a une question d'ego en NBA. Et si ça permet de faire qu'il soit intégré dans la vision collective, la vision du jeu qu'on attend de lui, moi ça me dérange pas, hein, qu'il prenne encore quelques mauvais tirs, hein, parce que bon, comme je sais que Titouan adore ce terme, c'est un bad shot maker, hein, il prend des mauvais tirs et il les rentre quand même plus que la moyenne en NBA. Et d'ailleurs c'est pas le seul de l'équipe qui fait ça, hein, Jason Tatum a totalement le droit de le faire. On voit que Jrue Holiday se dérange pas pour le faire une fois de temps en temps, donc pour moi ça c'est normal. Tout ce qui compte, c'est que effectivement, comme tu dis, l'intention soit bonne dans la plupart du temps, et je trouve que pour l'instant, il y a une bonne intention. Moi, je vais juste revenir sur ta toute première intervention, Ignace, parce que tu dis justement qu'on aimerait voir un peu plus d'une implication des deux, donc que ce soit des écrans de Tatum pour Brown, etc. Moi, j'aimerais aussi voir pas mal d'écrans, par exemple, de
Porzingis pour Brown, surtout qu'on voit que les deux s'entendent bien comme tu l'as dit. Et quand on se penche sur les stats quand même de l'équipe, on voit qu'en fréquence en matière de dribble and off, donc de main à main finalement en traduction littérale, on est à même pas 4% de main à main. Donc en fait on n'utilise jamais du main à main, alors que avec des intérieurs comme Porzingis, comme Horford aussi qui est capable de le faire, ça pourrait être une arme intéressante pour créer justement cette double menace avec le dribble de Brown qui, on le sait, quand il est lancé vers le panier avec sa vitesse peut faire mal, et en plus avec un intérieur qui est capable de lui aussi dribbler, il y a justement cette double menace qui peut mettre une défense un peu à mal. Alors même si c'est pas la double menace que les Bucks par exemple peuvent avoir avec un Giannis ou les Nuggets avec Jokic, mais c'est quand même un secteur de jeu qui pourrait être intéressant. On en vient du coup au point un petit peu à travailler, et qu'on espère qu'ils vont être travaillés pendant l'année, parce que c'était aussi un de nos constats l'année dernière, c'est cette variété offensive, c'est-à-dire comment tu amènes une attaque et comment et tu l'as très bien dit, des choses qui sont pourtant simples à mettre en place, et en plus qui élèverait un petit peu, ou qui mettrait en valeur les qualités de nos joueurs, des fois ne sont tout simplement pas utilisées en fait. C'est-à-dire que là t'as deux grands qui sont capables de spacer, de roller, qui ont cette qualité-là. C'est quelque chose qui était énormément utilisé à l'époque d'Isaiah Thomas avec Horford, où il y avait beaucoup de hand-off pour lancer Isaiah Thomas et tout, pour que le petit puisse commence à faire ses différences, etc. Et effectivement, aujourd'hui en tout cas, cette façon de faire, elle est pas utilisée, et ça, pour le coup, je trouve ça assez frustrant. Qu'est-ce que tu penses, toi, Elias, justement, de la variété offensive, ou justement, à contrario, du manque de variété offensive en ce début de saison? Ouais, moi j'ai vu certains parler de ça, de la variété, du manque de variété. Moi je suis pas vraiment d'accord. Je trouve qu'il y a plusieurs types de possessions qu'on joue. Je trouve que déjà on joue vite, ce qui est intéressant, ce qu'on faisait pas énormément. Alors les stats le montrent pas, je l'ai regardé tout à l'heure, la pace en fait est assez basse, mais je trouve qu'il y a quand même l'intention de pousser le ballon quand c'est intéressant, et on a le roster pour le faire. La variété offensive, on tire juste le plus de 3 points en volume, en volume global, c'est-à-dire le nombre de 3 points qu'on tire parmi le nombre total est le plus haut en NBA. Donc moi je trouve que c'est bête, mais c'est des maths, les 3 points c'est les meilleurs tirs, on les tire beaucoup et on les tire ouverts, ou presque, beaucoup plus que d'autres équipes, parce que on a 5 joueurs qui sont capables d'être des menaces au dribble envers le panier. Donc moi en termes de variété offensive, vraiment je suis pas d'accord. Je trouve que le post-up est quand même vraiment beaucoup utilisé, ce qu'on voyait jamais, ce qui nous énervait beaucoup les dernières années, nous tous je le sais. Ça c'est un ajout qui est quand même très important. Donc j'ai là pour le coup, comme ça, j'ai pas grand chose à dire dessus, parce que moi ça me satisfait. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h sur ce jeu-là. On a quand même 5 joueurs, 5 starters absolument très 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 compétents. Je pense que ce serait notre 5e meilleur joueur serait le 3e meilleur joueur de la plupart des équipes contender ou presque. Donc notre jeu pour moi me convient. Peut-être effectivement, comme tu disais, un peu plus de two-man game en incluant Porzingis, parce que il peut être létal, ce two-man game, parce que on sait ce qu'il peut faire au tir et comment il peut lancer d'autres joueurs, mais sinon moi je m'attendais pas de toute façon à avoir un jeu très développé. On n'a pas un Chris Paul, on n'a pas un Tyrese Haliburton qui va nous ouvrir des opportunités de fou en attaque. Donc on joue avec ce qu'on a, et franchement je trouve qu'on le fait bien. Et on perd pas beaucoup de ballons, donc tant mieux en fait. Et finalement, le manque de variété offensive, en tout cas ce que tu peux penser, Robin, il est peut-être aussi dû à un autre problème, et j'ai envie de dire le principal problème qu'on voit en ce début de saison, c'est la qualité de notre banc qui pour le moment n'est pas au niveau que l'on pourrait espérer clairement. Et j'ai envie de dire que le banc, en fait, le symbole de ce banc qui est un peu défaillant, c'est Peyton Pritchard, qui, je l'ai personnellement beaucoup défendu depuis de nombreuses années. C'est un joueur que j'adore, mais son début de saison est quand même pas au niveau, en tout cas, du Peyton Pritchard qu'on pouvait attendre.
pas au niveau non plus du contrat qu'il a signé cet été. Et bon, après, il a encore des circonstances atténuantes de par le fait que c'est un rôle qu'il découvre et mener un banc en NBA, c'est quelque chose de très dur. Mais voilà, on espère en tout cas une amélioration de Peyton Pritchard et avec lui une amélioration du reste du banc, parce que pour le moment on n'est pas au niveau. Et Elias, je pense que tu es d'accord avec ce constat. Moi, je trouve que le banc est clairement pas au niveau. C'était une des grosses problématiques au début de la saison. On en parlait tous. On était tous d'accord pour dire qu'il y avait peut-être un peu de légèreté à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a surtout une inconstance en fait. C'est-à-dire qu'il y a des matchs où ils sont très bons, très inclus, très motivés, on va dire presque en fait, et d'autres où il y a une absence totale. Il y a des matchs où il y a presque pas de points qui viennent du banc, où alors Ford n'est pas dans un bon match, où Luke Cornett se fait ridiculiser, il veut pas jouer, et derrière, si Pritchard et Hauser rentrent pas leur tir, ça devient très compliqué. Moi, j'aimerais bien quand même essayer d'intégrer les nouveaux un peu plus. Tu parlais de Marai Luke, j'aimerais bien voir aussi Lamar Stevens qui a été intéressant. Delano Benton, je trouve qu'il pourrait avoir un rôle et bon, chez Brissett, un énergiseur peut-être, mais j'ai pas grand espoir pour lui en termes d'intégration offensive, donc je pense que je préférerais voir surtout Stevens, Benton ou Marai Luke, parce que je pense qu'ils ont quand même des profils qui pourraient avoir un intérêt avec des minutes. Je pense que s'ils sont enterrés sous le banc, ils auront jamais d'intérêt, ils pourront jamais jouer. Donc pour moi, il y a une question de eux, c'est-à-dire que peut-être qu'ils n'ont pas les profils, peut-être que c'est pas juste pas assez bons joueurs pour prétendre être un très bon banc. Après, je pense qu'il y a aussi une question d'intégration de coaching staff qui peut-être ne dit pas assez aux joueurs, aux starters de les inclure vraiment, parce que quand on voit la différence entre un match dans les matchs où Sam Hauser et Peyton Pritchard rentrent leur tir et les matchs où c'est pas le cas, et ça pour moi ça passe aussi par les starters, leur trouver des bons tirs. Si Tatum, Jrue Holiday et Derrick White sont pas là pour vraiment leur faciliter la vie, c'est normal qu'ils soient pas excellents. Donc pour moi il y a un équilibre, et il y a un cas un peu particulier de Al Horford pour moi qui est un peu à mettre à part, parce que il découvre totalement aussi un nouveau rôle. Il a 37 ans, je crois, et il découvre encore un rôle différent en NBA. C'est pas facile, ça se voit que c'est pas facile, et je pense qu'il faut qu'il apprenne à s'adapter. Ce rôle de 5 en sortie de banc, peut-être que c'est pas le plus adapté pour lui. Il jouait plus vraiment 5 ces dernières saisons avec Robert Williams. Donc pour moi c'est pareil, il faut essayer de le trouver un peu plus que juste dans le coin à 3 points, même s'il est très bon là-dedans et ça marche bien. J'aimerais bien le voir un petit peu plus intégré en attaque. Pourquoi pas en tant que hub de dribble and duff, comme tu dis, avec Porzingis, ça peut marcher avec Al Horford aussi. En post-up, pourquoi pas, même si je suis pas totalement convaincu de ses capacités à ce niveau-là. J'aimerais bien quand même le voir un peu plus intégré dans l'attaque quand il joue, parce que malheureusement il sera toujours relégué au banc si Porzingis est en bonne santé, et en playoff on aura besoin de lui dans son haut niveau, et aussi le problème est offensif. Défensivement il est excellent, et si offensivement il est pas assez intégré, je pense que ça va nous poser problème. Moi justement, tu parles d'Horford, moi j'aimerais beaucoup le voir beaucoup utiliser surtout ses qualités de screener, parce qu'on le sait, Al Horford, et je pense que les bonnes saisons à Boston par exemple de joueurs comme Terry Rozier à l'époque, même Kemba Walker sa première saison, non pardon, pas Kemba Walker, je veux dire Kyrie Irving sa première saison, ils le doivent quand même, alors je vais pas pour Kyrie Irving un peu moins quand même, mais ils le doivent pas mal aux qualités de poseur d'écran de Horford. Isaiah Thomas aussi sur sa grosse saison là où il finit top 5 MVP, parce que les écrans d'Horford c'est quand même de très très bons. C'est un des meilleurs poseurs d'écran. En tout cas, il est un peu moins ces dernières années, mais c'est un des excellents poseurs d'écran NBA. Et de par sa science justement il a une vraie science pour poser le bon écran au bon endroit, pour prendre le bon angle. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus du tout, parce que comme tu le dis, Horford aujourd'hui, il est enfermé dans un rôle de spot-up shooter, il ne fait plus que ça. Et je trouve que c'est un peu contre-productif. Alors même s'il n'a plus ses jambes, il n'a plus son corps d'il y a quelques saisons, je trouve qu'on pourrait quand même l'utiliser sur un peu plus.
Et Robin, je sais qu'en tant que grand fan d'Al Horford, tu dois partager cette opinion. Ouais, complètement. Puis du coup, il nous le rappelle hier, parce que hier, il fait pas que spot-up shooter, même si ça rentre sur ses shoots. Il y a plusieurs phases où tu le trouves sur ce short roll, qu'il y a une extra passe qui tombe, etc. Et en fait, du coup, je sais pas pourquoi on fait ça. Je trouve qu'effectivement, on le cantonne un petit peu trop à camper derrière l'arc, plutôt que venir effectivement soit venir poser des écrans, soit ramener du mouvement de grand en tête de raquette, ou même carrément on a pu voir quelques trucs où KP a la balle, JB coupe derrière lui et c'est KP qui sert JB en vitesse. Je comprends pas pourquoi on n'est pas capable de le faire avec Horford. C'est un big qui a toujours eu de très bonnes qualités de passe et tout. Je suis complètement d'accord avec Elias sur le fait que par contre le post-up doucement, hein. On va pas non plus en demander, surtout que maintenant qu'il y a Porzi dans l'équipe, ça ferait vraiment trop de contraste et même moi en tant qu'amoureux de papa, je serais forcé de lui dire d'arrêter. Mais pour le coup, défensivement, je suis aussi d'accord où tu sais qu'encore une fois, ce sera quelqu'un qui est sérieux. En fonction des schémas que tu utilises et du rôle que tu vas lui donner, bah, il va passer de très bon à bon. Voilà, ok. Mais pour le reste, je trouve qu'en plus, enfin, on oublie que mine de rien, son contrat vient de passer à 10 millions. Hein. Donc proportionnellement, on reste quand même sur des rapports qualité-prix qui sont très très intéressants. Et en plus, je suis très content de son temps de jeu pour le coup. C'est pas trop forcé. Même hier, je crois qu'il joue même pas 30 minutes. Et qu'il est encore excellent. Donc je pense vraiment que toute la saison va être gérée, qu'il aura des hauts, qu'il aura des bas, un petit peu plus de position en attaque ou d'utilisation variée en attaque, et puis rendez-vous en playoff parce que comme chaque année c'est là où on se rend compte que 37, 38, 45 ans à Horford en playoff c'est toujours intéressant quoi. Justement, on parlait, enfin c'était un des gros doutes qu'on avait avant le début de saison. L'âge d'Al Horford est dans la globalité, on va dire le secteur intérieur, parce que Horford est vieillissant, Porzingis, de par son historique de blessures, a dans sa carrière été souvent blessé. Donc on avait quelques doutes sur le secteur intérieur, et notamment sur le rôle de troisième pivot. Actuellement, c'est Luke Kornet qui remplit ce rôle. Et sur le début de saison, alors après une pré-saison où Luke Kornet a, excusez-moi l'expression, mais a été vraiment nul, mais vraiment extrêmement nul sur la pré-saison. J'ai vu des choses, mais alors le niveau de Luke Kornet sur la pré-saison, c'était quelque chose quand même. Mais là sur le début de saison régulière, et bon, on va pas se laisser aveugler par notre reluisant bilan de 9-2 qui n'est pas enfin, c'est pas parce qu'on est en 9-2 qu'on a le meilleur bilan de l'Est que tout va bien, mais en tout cas, Luke Kornet va bien. Je prends ma petite aile de cet été quand j'ai dit que Luke Kornet ne verrait pas le terrain et que je pensais que Neemias Queta serait devant lui dans la rotation. Finalement, si on a ce Luke Kornet-là, le Luke Kornet qu'on a depuis le début de saison, je comprends qu'il reste troisième pivot parce qu'il apporte toujours beaucoup à l'image de son match d'hier face aux Sixers où il est très très bon. Ouais, je suis d'accord. C'était une des inquiétudes après les quelques premiers matchs, peut-être une des seules d'ailleurs parce qu'on était en 5-0. C'était Luke Kornet qui avait l'air vraiment un peu perdu. Mais là, ça fait, je dirais 4-5 matchs là qu'il est vraiment à peu près convaincant. C'est-à-dire qu'on s'attend pas à grand chose, mais il remplit un rôle. Il le remplit bien, un peu le rôle d'un Daniel Theis il y a quelques saisons. Je trouve il arrive à trouver une bonne complémentarité avec Tatum. Il se trouve sur le terrain et ça c'est le plus important en fait, hein, parce qu'il joue la plupart de ses minutes avec Tatum quand Tatum mène le banc. Tu disais qu'il est troisième pivot définitif devant Neemias Queta. Je pense que oui. Après, il était blessé, Queta, donc peut-être qu'on peut le voir. Moi, je serais curieux de le voir quand même. On a le temps en saison régulière de le voir jouer. Pourquoi pas? Je pense qu'on y va avoir les occasions parce que, comme tu le dis, Porzingis et Horford ne sont pas les joueurs le plus en santé de la ligue, donc il y aura bien des occasions de le voir. Mais là, clairement, pour moi, il a le niveau pour rester à ce poste-là et à cet endroit-là dans la rotation. Sachant que ça a l'air d'être un bon gars qui a un bon impact sur le vestiaire, donc moi c'est que du bonus. Je pense que c'est pas la peine d'aller chercher un nom entre guillemets pour un troisième pivot qui va peut-être
donner une mauvaise ambiance dans le vestiaire. Je trouve que ça vaut pas la peine. Je pensais par exemple à un Drummond, j'ai vu des gens parler d'André Drummond qui, certes, un troisième pivot, ça serait très bien, mais en fait, je pense que c'est pas la peine. Je pense que Cornet fait très bien son rôle et est plus intégré dans le roster, quoi. Robin, est-ce que tu aurais aimé, par exemple, rapatrier un Daniel Theis ou Luke Cornet te suffit? J'aime beaucoup ce que fait Cornet depuis l'année dernière chez nous, clairement. Je pense que Daniel Theis dans ce rôle-là serait quand même meilleur parce que ça reste à mon sens un meilleur joueur de basket et encore que dans le rôle qu'on demande et je pense que Theis aimerait avoir plus. Donc du coup, je suis pas sûr que le costume de troisième pivot soit pour Theis. Et pour le coup, Cornet, la seule chose des fois que je peux lui reprocher, c'est de pas suffisamment regarder le cercle. Il y a des fois, il est pas respecté à tort. Et moi, je peux vous dire que il s'est shooté puisque je l'ai vu mettre un buzzer beater à Londres avec les Knicks contre Washington. Donc du coup, pour le coup, je trouve des fois dommage qu'il manque un peu d'agressivité. Pour tout le reste, il remplit, comme l'a dit Elias, son rôle. C'est-à-dire que tu sais ce que t'auras chaque soir. T'auras pas la panacée, mais t'auras pas le tocard du coin non plus. Et finalement, c'est ce que tu demandes à ces joueurs de rotation de banc. C'est au minimum d'avoir un plancher suffisamment propre et sûr pour pouvoir reposer les starters le temps qu'ils reviennent. Donc clairement non, aujourd'hui je suis très content avec Cornet et je pense que si on doit dépenser des assets et des thunes sur autre chose, c'est pas sur ce rôle-là, clairement. Ouais, je pense qu'on est globalement tous d'accord là-dessus. Allez, on va aller peut-être sur le terrain de la dernière inquiétude qui était la nôtre avant le début de saison. C'était déjà d'abord sur Joe Mazzulla, qui a été mis en doute par beaucoup cet été, peut-être à tort, on y reviendra, et également sur sa rotation, parce que on a un peu parlé du banc, mais ce qui nous faisait aussi un peu tilter l'année dernière, c'était justement sur la gestion des rotations, la gestion des minutes, la gestion de qui est entré à quel moment, qui joue avec le banc, par exemple, au niveau des deux superstars. Finalement, est-ce que aujourd'hui, donc après 11 matchs, 9 victoires de défaite, est-ce que vous êtes rassuré de ce point de vue-là? Je suis rassuré dans le sens où il a l'air d'avoir un peu plus la tête sur les épaules que la saison dernière, à la fois sur le terrain, à la fois sur ses interventions médias, sur il a l'air d'être un peu plus calme que l'année dernière, c'est-à-dire que il a eu le temps de se préparer, ça se voit. Je trouve qu'il est mieux entouré qu'il l'a été. Il a des vrais assistants, on l'a dit, on en parlait pendant la off-season. Il y a eu un vrai recrutement d'assistants et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, je pense, sur le podcast, mais de Stan Van Gundy en tant que analyste spécial, je sais plus comment ils appellent ça, mais bref, conseiller spécial qui est pas avec l'équipe en permanence, mais qui vient à Boston et d'ailleurs avec l'équipe G-League pour leur donner des conseils de coaching. Donc il est mieux entouré. Sa gestion des rotations a été quand même assez bizarre sur les quelques premiers matchs. Je trouve qu'il y a du mieux récemment. Il comprend un peu mieux. Ils comprennent d'ailleurs, je pense que c'est pas que lui qui fait les décisions. Ils comprennent un peu mieux où ils veulent en venir, notamment avec qui joue avec Tatum, qui joue avec Brown. Je pense que c'est plus important de faire jouer Brown avec Drew Holiday, Derek White et même Porzingis à côté de lui. Et en fait, ils sont repartis vers la logique de faire sortir Tatum à peu près à la cinquième, enfin quand il reste 5 minutes dans le premier quart-temps et faire jouer donc les 3 starters dont Jaylen Brown. Je trouve que cette rotation-là est bonne. Je trouve que c'est un bon équilibre à la fois pour continuer à avoir un impact offensif et défensif sans que ce soit Jaylen Brown qui mène le banc, parce que ça c'est juste pas possible, on le sait tous. Et donc non, pour moi c'est pas, y a rien de très inquiétant. Alors je vais revenir, je suis désolé, j'ai l'impression que je dis que ça, mais pour moi c'est en playoff que ça va vraiment avoir un impact. Je pense qu'avec le roster qu'il a, ce serait quand même difficile d'être catastrophique. Il fait son taf, je trouve, et il faudra voir en playoff si il y a l'adaptation nécessaire, s'il y a la préparation nécessaire sur les séries. Mais pour l'instant, je trouve que ça va. J'aurais préféré avoir Nick Nurse par exemple, mais on peut pas tout avoir non plus dans la vie, donc je pense qu'il est correct. C'est pas le meilleur coach de la ligue, mais
qui fait son travail, on va dire ça comme ça. Je suis d'accord avec toi, en tout cas, sur le point de l'entourage, qui est clé cette année. On le voit. J'ai l'impression que, et de par ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on pouvait dire tout à l'heure sur l'utilisation, par exemple, de Jaylen Brown, on voit que depuis quelques matchs et depuis notamment les deux défaites face à Minnesota où il est bon. Moi, je l'ai trouvé vraiment moyen dans le money time et surtout le premier match pardon contre Philadelphie. Depuis ce match-là, il y a quand même du mieux dans l'utilisation de Jaylen Brown et je pense que l'entourage, donc le fait qu'il ait choisi ses assistants, qu'il ait eu des assistants expérimentés cette année et que on ait un consultant de la trempe quand même de Jeff Van Gundy, il y a du mieux de ce point de vue-là et j'ai l'impression en tout cas que pour certains joueurs, l'utilisation est vraiment meilleure cette année. Et en plus, si on ajoute à ça un joueur comme Porzingis qui facilite quand même grandement le jeu pour tout le monde, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de mieux par rapport à l'année dernière du point de vue utilisation en tout cas des ressources qu'il a à sa disposition. Après, c'est vrai que comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'il pourrait intégrer un peu plus les nouveaux, notamment Mikhailiuk. Je pense qu'il pourrait jouer sur le peu de minutes qu'il a joué, je l'ai trouvé plutôt correct, pas exceptionnel, pas aussi bon par exemple qu'en pré-saison, mais je l'ai vraiment trouvé décent. Donc voilà, c'est peut-être le seul truc que je pourrais lui reprocher avec ses rotations, c'est de jamais vraiment oser, de jamais en fait oser de choses nouvelles. Il se contente souvent de ce qu'il connaît et ce qui fonctionne, mais par exemple on ne voit pas quand Peyton Pritchard a été catastrophique, on ne voit pas tenter un Dalano Benton qui pourrait voilà apporter quand même de l'agressivité, un peu de playmaking, etc. avec sa longueur. On ne voit pas tenter de choses nouvelles et c'est peut-être le seul truc que je leur reprocherais en ce début de saison. Je sais pas ce que t'en penses toi, Robin. Alors, rassuré, moi je peux pas dire oui, parce que encore une fois, là où j'en attends le plus, comme Elias l'a dit, c'est en playoff. Ce que je trouve intéressant, c'est que pendant l'intersaison, on a un GM qui lui a pas laissé le choix, c'est-à-dire qu'en gros, il lui a mis une rotation de 6-7 qu'il va pouvoir utiliser et poncer, comme tu le disais, pour se rassurer et utiliser ce qu'il sait faire, etc. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la saison, on va avoir des hauts et des bas, tout simplement, parce que tu vas avoir les impondérables classiques d'une saison. Et là, il sera obligé un petit peu de pianoter, et c'est là où on va l'attendre. C'est là où il risque soit de nous décevoir, soit de nous surprendre dans le bon sens. Quelque chose qui va pas l'aider, c'est au niveau du banc, il n'y a pas de hiérarchie du tout établie, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est incapable de dire qui peut avoir un rôle de sixième homme chez nous, puisque même Horford en soi, c'est des joueurs très très bons de banc, mais dans l'appellation ou dans ce que t'attends typiquement d'un sixième homme, bah c'est pas forcément le profil que tu veux. Et du coup, je pense que il va lui falloir du temps, ce banc et du coup les rotations complètes ou huilées qu'on espère plus tard. Et elles ont besoin de temps, elles ont besoin de cas de figure, elles ont besoin que des joueurs prennent confiance en eux, etc. Et je pense que pour l'instant, 9 matchs c'est beaucoup trop tôt pour qu'on puisse vraiment avoir un avis tranché. Et de toute façon, on fait partie aussi des gens qui, quand il va essayer des trucs et qu'il va faire n'importe quoi, on va lui dire qu'il fait n'importe quoi. Et s'il tente pas, on va dire, il tente pas. Donc finalement, j'ai envie de me dire que sur cet aspect-là, en tout cas, faut lui laisser un maximum de temps, l'autoriser à se tromper, et que clairement, de toute façon, je suis persuadé que on va bouger à la deadline pour justement ajuster ce qui aura besoin d'être ajusté en fonction de ce qu'on a vu. Alors, en effet, on peut pas être définitif, mais on va maintenant se projeter un peu sur la suite parce que 11 matchs, c'est un échantillon assez faible. Donc on va venir un peu plus sur la question du calendrier. Et finalement, quand on regarde ce calendrier, on se rend compte que là, on va enchaîner 3 matchs. Allez, je vais pas dire facile parce que ça serait réducteur et j'ai pas envie de porter l'œil aux Celtics, mais on va dire 3 matchs abordables puisqu'on joue Toronto, Memphis, Charlotte, avant justement le gros morceau et ce match face aux Bucks. Donc, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier? Est-ce que pour vous il y a moyen oui, parce que je vais vous donner aussi après ce qu'il y a Orlando, Atlanta, Chicago pour finir le mois de novembre. Donc est-ce que pour vous, là on est sur 4 victoires de suite, est-ce que vous voyez la possibilité d'enchaîner vraiment une grosse série de victoires là
pour finir le mois de novembre. Alors, je pense, vas-y Robin, vas-y. Ouais, je pense. En fait, ce qui est intéressant sur ce calendrier-là, c'est les typologies d'adversaires qu'on a. C'est-à-dire que déjà jusqu'à maintenant, on n'a pas affronté de tocard, très peu. Hormis les Wizards, malgré tout, je les trouve vraiment très compliqués à défendre sur ce début de saison collectivement. Mais le reste du temps, on a quand même affronté des équipes qui sont plutôt sérieuses et tout. Et en fait, les matchs où il y avait l'opportunité d'enfoncer le clou, on l'a fait. Donc ça m'encourage énormément sur les équipes qu'on va rencontrer plus tard. J'ai vraiment l'impression que le groupe est focus en fait sur le fait d'être très sérieux et d'être impliqué en tout cas sur tous les matchs. On a vu même Mazzula un petit peu gueuler sur une fin de match vis-à-vis du banc qui avait plutôt mal géré une fin de match sur Score Fleuve. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on a cette envie d'enfoncer le clou et justement de créer des win streaks, tout ça. Donc moi je suis assez confiant. Je pense que s'il y a un moment aussi où il faut jouer les Bucks, c'est maintenant, parce qu'on voit aussi que de leur côté, pour l'instant ça tâtonne un petit peu, etc. Donc ça va rester les Bucks. Je pense que ça sera un très bon test, mais pour le coup, ouais, j'ai assez confiance sur la suite du calendrier et les matchs que tu viens de citer. Ouais, je suis d'accord, j'allais faire une mauvaise blague sur les Hornets parce qu'ils me font peur, mais bon, hein, on va avoir la chance de revoir Miles Bridges en NBA, c'est cool. Mais sinon, à part ça, pour moi, le calendrier est relativement favorable. J'ai toujours un peu peur entre guillemets de Toronto, c'est-à-dire que je sais pas, je pense que j'ai encore des, des, des cauchemars de la série dans la bulle. C'est plus Nick Nurse, je sais, mais ça reste Toronto et je déteste les jouer. En fait, tout simplement, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient chiants. Ils ont quand même pas mal de joueurs qui ont la bonne taille pour défendre des Tatum, des Brown, donc je trouve un peu compliqué à jouer. Donc je pense que ça peut être toujours le match piège, un peu Toronto là-bas. Après, sur le reste du calendrier, honnêtement, Memphis, c'est un peu catastrophique en début de saison, malheureusement pour notre ami Marcus. On pense on pense à lui. Je sais que Johan voulait qu'on parle de lui. Ça fait un peu mal au cœur pour lui. Memphis, ça va être facile, je pense, honnêtement. Charlotte, bon, c'est la pire équipe de la NBA, je pense. Il n'y a pas vraiment de structure, c'est un peu le bordel. Ils ont des rookies intéressants, mais des rookies ou des jeunes intéressants, mais franchement, c'est des matchs gratuits. Après, le match contre Milwaukee, je voulais en parler justement tout à l'heure. Hugo, t'as dit qu'on risquait pas de voir Joe Holiday défendre sur Giannis. Moi, j'ai quand même un peu envie de le voir. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à y faire. Le forcer à changer un peu son jeu à lui. Pourquoi pas? Je pense que le match-up va être très intéressant. Et comme dit Robin, là, ils ont un peu les mêmes problèmes qu'on avait eu avec le Ime Udoka au début, c'est-à-dire que le coach avait pas l'air vraiment, comment dire, au courant de ce qu'il est en train de faire, vraiment prêt à encadrer une équipe avec ces prétentions-là. Je pense que ça va s'améliorer. Ils ont quand même pas mal de talent, mais ils me font moins peur qu'ils m'ont fait peur à l'époque. Là, je pense que défensivement, ils commencent à être facilement exploitables. Donc pour moi, ça va pas être un tel challenge parce que là, c'est les Sixers en ce moment qui sont les challenges et on a vu qu'on pouvait les battre. Donc comme tu dis, le mois de novembre, il peut se finir très bien. Peut-être pas à gagner tous les matchs, mais en perdre peut-être qu'un seul. Et franchement, ce serait bien de finir le mois de novembre avec un très bon bilan. Ça ferait plaisir. On a fait quelques saisons avec des débuts plus compliqués, donc ça serait bien de commencer bien, quoi. Après moi les win streaks, ça me fait toujours un peu peur des fois parce que des fois tu te mets à pas forcément bien jouer et gagner quand même. Et en fait, des fois, ça masque aussi certains soucis. Donc j'aimerais bien qu'on en enchaîne quelques-unes, mais une petite piqûre de rappel de temps en temps, ça me dérange pas non plus, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais qu'il y a plusieurs années, je me rappelle déjà de la fameuse, je crois que c'était 18 à l'époque de Brad Stevens, et Stevens avait dit au moment où on perd, il avait dit bah tant mieux, parce que ça fait quand même 3-4 matchs qu'en fait on est mauvais et on gagne quand même. Et en fait, des fois, je sais que bon, on accepte, on aime bien mettre des choses sous le tapis aussi quand on gagne, en disant ouais bon bah c'est pas grave, on a gagné et tout. Et je pense qu'on a quand même des joueurs qui ont besoin régulièrement quand même d'une petite piqûre de rappel, tout ça. Donc du coup, qu'on continue à gagner quand même pas mal de matchs, dont certains matchs qu'on coche sur notre calendrier, ça me va bien. Mais je serais pas contre des fois en lâcher un de temps en temps sur un déplacement, un truc
un peu difficile sur un match accroché, bien sûr qu'on lâche pas, hein. Mais du coup, attention quand même aux grosses win streak. Justement, là, moi, dans la liste que j'ai citée, il y a quand même deux matchs qui me font peur. Et encore une fois, je parle même pas du match face à Milwaukee, bon, qui sera un match à observer, hein, évidemment, de par les match-up qu'on pourra voir. Et moi, j'ai envie de voir en fait la rotation aussi extérieure de Milwaukee que je trouve très très faible. Donc, j'ai envie de voir si s'ils sont capables de d'au moins limiter nos joueurs. Mais moi, les deux matchs que j'ai vraiment cochés, c'est le match face aux Hawks que je trouve très très bon en ce début de saison. Et je vous encourage d'ailleurs à aller voir les trades sur X, anciennement Twitter, comme tu l'as dit tout à l'heure, Robin, de notre ami Azad, qui aime beaucoup regarder les Hawks cette année et qui en parle pas mal, notamment de par ce qu'est en train de mettre en place Quinn Snyder sur le jeu offensif. Donc franchement, c'est un des matchs qui m'intéresse le plus sur le papier. Et l'autre match, et je sais que tu seras d'accord avec moi d'ailleurs, Robin, c'est le Magic. Parce que le Magic, mine de rien, le Magic fait un début de saison ultra intéressant. Alors, bon, ils n'ont pas le bilan le plus reluisant. Je crois qu'ils doivent être en 5-5 ou en 5-6, je sais plus. Il me semble que c'est 5-5. Mais il y a quand même quelques belles victoires pour le Magic et franchement, dans le jeu, ils sont en 6-5, pardon. Et dans le jeu, il y a quand même quelques belles choses. Donc, avec notamment une défaite sur le field face aux Hawks. Donc non, franchement, deux beaux matchs en plus qu'on va enchaîner. Donc moi, c'est ces deux matchs-là que j'attends vraiment sur cette série. Ouais, je suis d'accord. J'aime pas jouer le Magic et j'aime bien cette équipe. Je les ai vus en plus en vrai l'année dernière et ils ont vraiment pas mal de choses qui permettent d'emmerder nos meilleurs joueurs. De la taille, ils ont des très bons défenseurs. Donc du coup, en plus ils sont sur une dynamique par rapport à l'année dernière, je pense qui est positive, où tu sens c'est une équipe qui, même si aujourd'hui elle a pas forcément les résultats comme tu le disais, va dans le bon sens. C'est une équipe qui lâche pas les matchs, qui joue dur et tout, et du coup clairement c'est typiquement l'équipe si tu te relâches où tu passes à la trappe. Et après, bah, les Hawks, complètement d'accord. En plus, parce que j'ai envie que notre défense soit testée par ce genre de ball handler élite qu'est Trae Young, et en plus avec ce coup-ci entouré d'un coach et d'un collectif qui semble le prendre. Donc ouais, c'est vraiment deux dates qui m'intéressent énormément aussi. Ouais. Ouais, juste pour rebondir sur les Hawks, c'est vrai que j'avais pas vraiment pensé à cette équipe-là, c'est intéressant. Je sais que Azad a aussi parlé de la défense de Trae Young qui est quand même très problématique. Je pense que ça va être intéressant de voir comment comment on peut continuer à exploiter ces mismatchs défensifs. On l'a fait là ces dernières années et je pense que Tatum c'est devenu un peu sa spécialité de chasser les mismatchs et je pense que c'est toujours des matchs intéressants. Les équipes de Quinn Snyder en saison régulière qui sont quand même très compétitives. On a vu son Jazz qui était très intéressant à l'époque Gobert-Mitchell et là je pense c'est vrai qu'il est en train de créer quelque chose. Il a réussi à sauver quelque chose qui pour moi me paraît un projet qui me paraissait un peu farfelu, on va pas se mentir. Je suis toujours pas convaincu du fit entre Trae Young et Dejounte, mais c'est toujours intéressant à voir jouer. Absolument pareil. Je suis vraiment pas convaincu du duo, mais j'ai hâte de voir face à notre équipe et notamment de voir si Jrue Holiday peut faire vivre un enfer à Trae Young si on arrive à créer justement ces petits match-up un petit peu sympa. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. On est allé assez loin dans l'analyse de ce début de saison. Donc je vous remercie de votre présence. Ce fut fort enrichissant, en espérant que justement on fasse une petite série de victoires et qu'on s'installe durablement à la première place de la conférence, place qu'on occupe actuellement. Ah ouais, c'est l'objectif. Surtout que c'est les Sixers en deuxième, donc on sait que ce serait quand même mieux que ce soit nous. Je sais que Johan serait très triste qu'on perde la première place en faveur des Sixers. Ce serait dommage. Donc ouais, le début de saison plutôt bon à confirmer. Je pense que on se reparlera d'ici décembre, mi-décembre peut-être pour un bilan de ce mois et demi. D'ici là, merci de nous avoir écoutés. Ouais, totalement. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Robin, tu veux ajouter un truc? Bah non, mais pareil, je suis comme vous content de ce début de saison. Surtout d'autant plus qu'on avait quand même plus d'interrogations que les saisons d'avant avec ces mouvements qui avaient été faits.
Maintenant, encore une fois, 9 matchs, doucement. On voit qu'il y a du boulot, que on est assez confiant dans le fait que on a le personnel, que ce soit hors du terrain ou sur le terrain, pour continuer à bosser. Et puis après, on va voir un petit peu l'évolution de cette saison. Mais un plaisir de vous retrouver, parce que c'est vrai que la dernière fois que j'avais fait un podcast avec vous, Twitter existait encore. Donc ça datait. C'est dire à quel point t'es un boomer, hein. Moi, je rigole. Exactement. Mais voilà, mais comme le dit Elias, on n'a pas encore fixé de date pour un prochain podcast, mais on reviendra certainement après cette série de matchs, donc début mi-décembre, on va dire. Allez, peut-être avant le rush pré-Christmas game. Mais voilà, donc en tout cas, ça nous a fait bien plaisir de pouvoir débriefer ce début de saison avec vous, et on se retrouve d'ici quelques semaines pour un nouveau podcast, et d'ici là, longue vie aux Boston Celtics. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points, and Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.